Depuis 2013, au Sahel, l'armée française opère dans une zone désertique de 5 millions de kilomètres carrés. Une guerre moderne impossible à remporter sans un maillage de camps capable d'accueillir matériel et combattants. Loin des fortins de l'époque coloniale, ces emprises complexes abritent désormais des hôpitaux, des postes de commandement hautement informatisés et toutes les infrastructures nécessaires au combat moderne. Sans électricité, il n'y a pas d'avion qui décolle, la base, elle s'arrête. Pour concevoir, construire et faire fonctionner ces bases dans des environnements hostiles et par 50 degrés, l'armée dispose d'une unité spécialisée. C'est le plus gros dépôt mine jamais construit en opération extérieure. Nous avons suivi les militaires du service infrastructure de la défense, les bâtisseurs. Niamey au Niger. Cette base aérienne est en opération 24 heures sur 24. C'est d'ici que part la chasse pour frapper les groupes terroristes. C'est aussi la plateforme logistique de la force française Barkhane au Sahel. Un camp de 500 militaires soutenu par une cellule infrastructure de 10 personnes. Le caporal-chef Tim est d'alerte 24 heures sur 24. Là, c'est une clim dans une tente qui ne fonctionne plus. Et là, il fait déjà 44 degrés dehors et à l'intérieur, c'est une fournaise, quoi. Donc, ils ne peuvent pas dormir dans ces conditions-là. Donc, là, c'est une vraie urgence. Les urgences, pour nous, ça sera sur tout ce qui touche l'électricité et la plomberie, les fuites, les trucs comme ça. Parce que là, on ne peut pas se permettre de perdre trop d'eau ici, vu qu'il y a des restrictions. Ok. Dans ce bureau, l'antenne infrastructure. Ingénieurs, conducteurs de travaux et techniciens passent les marchés avec les entreprises locales et conçoivent les futures installations. Ils veillent sans cesse au bon fonctionnement de la base. On a un petit souci au niveau du groupe électrogène, ils sont en train de remettre ça en place. La centrale en zone vie qui a connu un petit souci. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas d'électricité en centrale vie, l'UTE, l'unité de traitement des eaux, ne marche pas convenablement. Donc c'est l'approvisionnement en eau qui peut être aussi remis en cause. Ces 5 groupes électrogènes procurent toute l'énergie nécessaire à la base. Grâce à eux, les militaires bénéficient d'une autonomie totale vis-à-vis de restrictions éventuelles, de panne de courant ou de sabotage venant de l'extérieur. On a 2 centrales, ici on est en centrale zone ops. Donc en fait il y a 5 groupes qui vont alimenter toute la partie technique, donc tout ce qui est ZAR et tout ce qui est taxiway au niveau des avions, toute la partie opérationnelle on va dire. Avec les chaleurs, le refroidissement est beaucoup plus difficile. Quand on a des tempêtes de sable, ça peut boucher le radiateur, donc du coup pareil des problèmes de surchauffe. Donc ça met à rude épreuve le matériel. Là en fait on va changer l'huile, on va changer tous les filtres du groupe. Et en plus de ça, on contrôle les jeux aux soupapes, les filles, le jeu des soupapes et puis le réglage de l'injecteur qui sera au milieu. Une nécessité absolue, tant des drones aux PC tactiques, l'énergie est devenue fondamentale pour conduire les guerres modernes. Le sergent-chef Olivier et son équipe veillent en permanence à son bon fonctionnement. Sans électricité, il n'y a pas d'avion qui décolle, il n'y a pas d'électricité pour faire les maintenances, il n'y a pas d'électricité dans les bureaux pour les chefs, pour faire les dossiers, pour tout ce qui est paperasse. Donc la base, elle s'arrête plusieurs fois par jour. On vient faire le tour de nos groupes, on les nettoie, on les entretient, on fait des relevés pour voir les consommations, pour voir la charge qui est débitée dessus, pour voir s'il tourne bien, c'est du contrôle. Les conditions climatiques, elles sont assez dures ici, du fait de la chaleur, beaucoup de poussière. Donc tout le matériel en subit les conséquences. Mais l'antenne infrastructure n'assure pas seulement l'entretien des installations. Au gré des opérations, l'infra adapte les structures de la base pour répondre aux évolutions tactiques souhaitées par l'état-major. Donc là, on peut voir ici la zone, il y a un peu plus de 6 mois, il n'y avait rien du tout, pas de mur d'enceinte, pas de poste de combat, pas de bâtiment d'implanté, aucun réseau de tiré. Le but est que sur 1 an et demi, on arrive à une livraison pour que les forces puissent s'installer. Avec le basculement des opérations sur la zone ouest, la base aérienne assure désormais le transit de 80% des militaires et du matériel déployés sur l'opération. En période de relève, la population de la zone vie peut doubler. Pour remédier au problème, nos spécialistes de l'infrastructure vont concevoir et ériger un nouveau camp. Quand on va faire le coffrage, on va le voir tout de suite. Oui, mais pourquoi il y a une différence de niveau? Parce que s'il y a un rattrapage à faire, il faut le faire tout de suite. Il faut imaginer qu'ici en janvier, c'était un champ. Le camp abritera uniquement les transitaires, c'est dimensionné pour 500 personnes. Sur ces fondations, nos experts du BTP s'apprêtent à construire un hôpital, un gymnase et une station d'épuration. L'équivalent des infrastructures d'un petit village, mais conforme aux exigences opérationnelles. De toute façon, on les verra au montage, mais ça a l'air mieux. Nous, on sait comment les militaires fonctionnent et on va apporter cette expertise fonctionnelle d'utilisation. On a une vision globale de la base, de comment elle va être exploitée, comment elle va être organisée. C'est là-dessus qu'on sera plus performant qu'une entreprise civile.
Et bien sûr, on tient compte toujours de l'aspect protection des menaces extérieures en cas d'attaque. Et tout ça, ça doit être inclus dans une bulle. Et c'est à notre charge aussi de créer cette bulle autour. Début juillet, c'est fini. Les dalles sont hors sol, on est hors d'eau, quoi. Okay. C'est l'objectif, hein. L'objectif, c'est de pouvoir travailler après quand il va vraiment pleuvoir. On est hors d'eau, donc on est bien. L'axe de travail principal, c'est l'évacuation de l'eau pluviale parce qu'on voit que la plateforme est en descente. Et si on n'évacue pas les eaux pluviales, ici, on va créer une énorme piscine. Parce que début juillet, les pluies commencent. Mi-juillet, elles s'intensifient. Et en août, c'est très fort. Très fort et presque quotidien. Donc si on n'a pas fini les caniveaux d'eau pluviale avant le 15 juillet, on ne va pas être bien. Car au Niger, l'effet des pluies s'avère souvent dévastateur. Ici, là, on a une route, on voit les dégâts que peut causer la pluie. Là, là on ne peut plus travailler, le dépôt d'essence est sous l'eau, donc on n'a plus d'essence. Si on n'a plus d'essence, les avions ne décollent plus, et la mission opérationnelle, elle n'est plus remplie. Tout le monde doit travailler pour que ça n'arrive pas. Pour nos bâtisseurs, le chronomètre a déjà commencé à tourner. Alors que nous quittons Niamey, les premières tempêtes arrivent sur la base. À Gao, principale base de la zone ouest, le service infrastructure doit résoudre un problème d'une autre dimension. Avec la concentration des opérations dans la zone des 3 frontières, à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le camp est passé de 500 à 1800 militaires en moins de 4 ans. C'est toute l'organisation de la plateforme qu'il faut repenser. Pour gérer la complexité de cette situation, la direction centrale du service a envoyé une de ses architectes. Là, la mission principale, c'est l'entretien de la piste. Et est-ce qu'on vous met sur d'autres missions La capitaine Océane doit prendre en compte l'ensemble des besoins des unités et les faire cohabiter sur une zone qu'elle ne peut pas agrandir. Une semaine qu'elle planche sur ce casse-tête. L'objectif du CPCO, c'est de passer tout le monde en dur au niveau du logement. Donc déjà, vos salons de vie sont voués à disparaître et on va les remplacer par des bungalows. L'idée, est-ce que si on vous mutualise la zone vie avec le 19, est-ce que ça vous pose un souci au niveau fonctionnel? Après, il faut voir avec eux, parce qu'on n'a pas forcément la même mission, on n'a pas forcément les mêmes horaires de travail. Je dois aller voir normalement demain. Nous, on dépend des avions, quoi. D'accord. Alors là, je fais le point sur les besoins donc, du 25, parce que c'est le 25 avec qui je suis. Les besoins futurs, comment ils vont évoluer, de manière à ce que moi, je puisse l'impacter sur le plan d'aménagement futur. On a très bien vu que ma plus grosse problématique, c'est la gestion de matériel, mon parc de matériel. Je peux me permettre de stocker n'importe où. Cette approche-là, en fait, l'organisme civil ne l'aurait pas forcément. Pour optimiser au maximum l'espace, tout en tenant compte des missions de chacun, chaque parcelle de terrain est relevée. Le caporal-chef Alexandre passe au crible les 2,2 km² du camp. C'est comme un Tetris, donc il faut arriver à faire tout rentrer dans la zone actuelle. Après, ce sera tout ce qui est opérationnel. Vous allez avoir des unités spéciales combattantes qui n'ont pas à être vues de l'extérieur, donc qui doivent être protégées au niveau visuel. Après, on aura toute la sécurité du camp, donc avec la mise en place de caméras, d'alarmes, d'abris si on a une alerte avec une roquette qui tombe. On va avoir un dépôt de munitions que vous ne retrouverez pas dans le civil avec des rayons d'action. Par exemple, on a un rayon de 400 mètres, donc on est obligé d'isoler le dépôt de munitions. Mais au milieu de cet enchevêtrement de parkings hélicoptères, de postes de commandement, d'armureries et de dortoirs, la montée en puissance de la base de Gao pose un autre problème au service infrastructure. Il s'apprête à mettre sur pied à Gao le plus gros dépôt de munitions jamais construit en opération extérieure. À Niamey, c'est un autre danger qui pointe. La base est prise dans l'une des tempêtes de sable qui annoncent la saison des pluies. Les vents qui peuvent atteindre 90 km/h menacent la centrale de traitement des eaux. Maintenant que la tempête est là, de toute façon, ça devient trop dangereux d'intervenir dès que c'est fini. On va contrôler, on va faire le tour des chantiers, voir s'il n'y a pas de dégâts. La crainte, en fait, c'était que le vent arrive avant la fixation définitive et que le panneau tombe sur quelqu'un ou sur du matériel. Si le panneau tombe sur le tuyau d'alimentation du camp, on n'a plus d'eau dans le camp jusqu'à la réparation du tuyau. La centrale permet d'alimenter l'ensemble de la zone vie. Par ces chaleurs, le strict minimum est évalué à 10 litres par jour et par personne. En cas de rupture d'approvisionnement d'eau ou de panne machine, on a 48 heures d'autonomie d'eau. L'eau qui est pompée est extrêmement sale, riche en métaux, riche en sel. Donc elle est filtrée et puis passée en osmose inverse de façon à avoir une eau pratiquement pure en sortie qui, elle, est potable. Ici, on retrouve le forage d'eau du camp. Là, on est autonome. Tant qu'on a de l'électricité, on peut pomper de l'eau. En cas de conflit, notamment vers l'extérieur, on peut fermer toutes les portes et être autonome. Énergie et eau. Pour cette raison, à Gao, le service infrastructure envisage un 3e forage. Mais ce n'est pas le souci principal de la capitaine Océane. Pour libérer de l'espace sur la base, le service infra doit commencer par déplacer le dépôt de munitions.
Le chantier s'annonce colossal. Sous les ordres de la capitaine Céline, le 19e régiment du génie travaille déjà d'arrache-pied. Il est à peine 7 h du matin. Chaque fois, on essaie de se fixer des objectifs à la journée, et tant que c'est pas rempli, on continue. La première semaine, quand on est arrivé, il faisait 51 degrés à l'ombre. Là, maintenant, il fait meilleur. Il fait entre 45, 47 à l'ombre. Au soleil, je sais pas. Les thermomètres, ils explosent, alors je sais pas. Réaliser un chantier d'une telle ampleur sous ces latitudes et à plus de 4500 km de la métropole nécessite de relever de nombreux défis. Alors déjà, c'est un défi, ne serait-ce qu'en lui-même, parce que c'est le plus gros dépôt de munitions jamais construit en OPEX. Quand il sera terminé, vous aurez 21 îlots comme ça, qui comprennent 5 containers chacun. Sous ces murs fortifiés, près de 70 000 kilos de munitions peuvent être stockées. Le lieutenant Florent est chef du détachement munitions. Principal utilisateur du site, il est spécialiste en explosifs. L'obligation de ce dépôt, en termes de critères de sécurité, c'est de résister à une détonation, dégageant une énergie cinétique qui pourrait faire détonner les autres îlots. Donc on a ce premier type de contrainte à gérer. Il y a le deuxième type, de résister tout simplement à une attaque extérieure. Ça peut paraître simple comme ça en conception. Ça a été quand même un défi parce que ici, c'est le Mali. Et cette simple différence est lourde de conséquences. En France, pour ces dépôts, l'armée préconise des charpentes en bois, un matériau extrêmement rare au Sahel. Alors, pour cette nouvelle structure, le SID a utilisé des poutrelles en acier. Problème, au Mali, leur composition n'est pas normée. Leur solidité peut varier. C'est notre centre d'expertise qui est basé à Versailles, qui nous indique comment construire ces dépôts. Ce que vous pouvez voir nettement, c'est que les IPE sont en train de s'affaisser. Là, on est pile dans cette période où ils réfléchissent à une solution, on leur fournit des mesures, on leur explique nos contraintes, et eux nous disent voilà, faites plutôt comme ça. Et ce qu'on fera quand on reconstruira, donc on resserrera les IPE plus proches les uns des autres, et on chargera moins en toiture. Le fait d'avoir une protection aujourd'hui qui est en bastion wall, alors qu'avant on avait des protection qui était de simple surtoiture. Ça nous permet de faire diminuer de manière assez conséquente la température à l'intérieur des KC-20 et d'avoir des munitions qui vont potentiellement rester dans un état optimal d'utilisation plus longtemps. Bonjour. On a quand même affaire à des gens qui bénéficient d'une certaine culture opérationnelle, qui peuvent être même plus expérimentés que nous et qui vont penser des fois à certaines choses auxquelles on ne pensera pas forcément en métropole. Simplement percer des trous au niveau des magasins munitions de manière à ce que l'air se renouvelle et que ce soit aéré, créer une espèce de pente afin que l'eau puisse s'écouler lors de la saison des pluies. Il n'y a que des gens militaires qui ont l'habitude d'être projetés et qui bénéficient d'une culture opérationnelle qui peuvent penser à ça. À Gao, comme à Niamey, les opérations contre les groupes armés terroristes s'enchaînent. Dans l'ombre des fantassins, des pilotes et de toutes ces spécialités les plus exposées, les femmes et les hommes du SID continuent à s'assurer que chaque combattant est dans des conditions optimales pour réaliser sa mission. Souvent inconnus du grand public, ils sont ceux qui veillent sur ceux qui nous protègent.